Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22h. Voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed rend visite aux réfugiés yéménites à Obok. Également dans les titres, le nouveau président nigérian déclare la guerre à Boko Haram. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, jeudi, un message de félicitations au nouveau président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari. Et dans son message, le président de la République a salué le caractère hautement démocratique qui a disposé à l'élection de Buhari. La maturité politique manifestée par le peuple à travers cette alternance pacifique et transparente, un épisode élogieux de la nation de démocratie en Afrique, a écrit le chef de l'État. Le choix largement majoritaire du peuple ami de Nigeria qui portait sur votre candidature atteste pleinement de sa volonté de suivre son destin collectif sous votre leadership, a également écrit le président de la République. Sans doute que votre projet de réorganiser la nation nigérienne sous de nouvelles valeurs a été déterminant aux yeux de vos compatriotes, a ajouté le président Guelleh avant de réitérer au nouveau président élu du Nigeria ses vœux de succès et de réussite à la magistrature suprême nigérienne. Et concernant la situation qui prévaut au Yémen, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné d'une délégation composée du ministre de l'Intérieur Hassan Omar, de la Santé, le docteur Kassim Issa Ousmane et d'autres personnalités, s'est rendu aujourd'hui à Obok afin de voir les installations et infrastructures mises sur place pour assurer l'accueil de bonnes conditions de réfugiés et personnes déplacées fuyant le Yémen en raison des combats qui se déroulent dans ce pays voisin. Ainsi, le Premier ministre et sa délégation se sont entretenus avec les autorités locales, les représentants de l'ONARS et des agences des Nations Unies pour connaître les besoins spécifiques à acheminer comme nourriture, boissons, médicaments, matelas et autres couvertures. Les questions portant sur l'installation de sanitaires de campagne pour l'hygiène et les toilettes des déplacés d'un centre de soins et de groupes électrogènes ont été également abordées. 39 réfugiés yéménites, essentiellement des personnes âgées, des femmes et des enfants, ont été placés au centre d'Arrah d'Obok, alors que d'autres ont trouvé un abri dans un camp d'accueil installé à 15 km de Bokoville. Des réfugiés à Obok-là, nous avons décidé d'acquérir au port de Bok pour donner les premières assistances. Après, on les transfère directement au centre d'accueil de Rahma, qu'on leur donne les 3 repas. Et après, dans 48 heures, ils vont être transférés au camp de réfugiés qu'on devrait installer aujourd'hui. Il s'appelle ce camp-là, camp des Oulama. D'accord, très bien. Je voudrais savoir une chose. Comment vous donnez le statut de réfugié aux personnes qui viennent? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée comme à l'OADA pour les réfugiés? Bon, le ministère a donné d'instructions, on le donne comme réfugié prima facie, c'est-à-dire on donne directement prima facie. C'est-à-dire, dès qu'un réfugié se présente à Obok-là, c'est automatiquement prima facie, c'est ça. Est-ce que l'ONARS a un siège maintenant dans la région du Nord? Bientôt on l'aura, Inch'Allah. Du côté de l'OIM, nous avons un centre pour accueillir donc, les réfugiés, les migrants, donc, qui est à Obok. Nous avons préparé, donc, nous avons suffisamment d'espace pour accueillir ces réfugiés. Nous sommes actuellement en pleine réhabilitation pour donc satisfaire donc le minimum de confort donc pour ces réfugiés yéménites. La délégation conduite par le Premier ministre a estimé que les conditions d'accueil sont satisfaisantes et c'est grâce à la coordination des efforts de plusieurs organisations dont l'ONARS, la HCR, l'UNICEF, l'Organisation internationale de l'immigration OIM, du Croissant Rouge Djiboutien et l'Association des volontaires norvégiens. Écoutons la réaction du Premier ministre suite à cette visite. Pour le moment, de ce que je vois, il y a quand même, les gens ont été bien accueillis ici et apparemment ils sont bien lotis. Ce que nous on craignait, que ces gens-là, avec la chaleur qu'il fait actuellement à Obok ici, qu'ils soient sous des tentes et sans avoir l'eau, sans avoir l'électricité et tout ça. Mais ici apparemment tout y est et donc je pense que certains d'entre parmi ces réfugiés veulent aller à Djibouti parce qu'ils ont de la famille. Certains disent aussi, leurs familles d'ailleurs ils sont venus ici pour les récupérer. Nous ne voyons pas d'inconvénient. Tout simplement il faut qu'on sache où ils sont. Pour le reste, ils peuvent rester autant que la situation yémène perdurera, ils vont rester ici.
Et le préfet d'Obok et président du conseil régional de cette région ont accompagné la délégation conduite par le Premier ministre dans sa tournée d'inspection du camp d'accueil des déplacés du Yémen. Le président du conseil régional d'Obok, Ali Ahmed Hassan, a indiqué au Premier ministre que toutes les recommandations et consignes données seront respectées afin d'assurer le minimum de confort et la sécurité de ces gens qui ont fui les atrocités de la guerre. Et les autorités régionales d'Obok sont aux premières loges pour réceptionner les réfugiés en provenance du Yémen et qui viennent souvent à bord de barques rapides. Hier, le préfet et le président du conseil régional de cette région du nord du pays ont inspecté des embarcations avec à bord des membres de la communauté djiboutienne arrivant difficilement des côtes yéménites avec des marchandises destinées au marché djiboutien. La région d'Obok est distante de quelques kilomètres à partir de côtes yéménites. Ils arrivent d'abord à Rassian, très proche du Yémen, avec même des possibilités de voir leur maison sur le rivage yéménite lors de la marée basse. Le réfugié yéménite ayant demandé l'asile transmis par le centre Rahma et l'OIM à Obok. Déjà 42 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, séjournent ce lieu mis à disposition par les autorités djiboutiennes avec le soutien de partenaires. Et les opérations d'accueil des réfugiés en provenance du Yémen continuent. Un bateau yéménite avec à son bord 250 personnes de plusieurs nationalités est arrivé cet après-midi au port de Djibouti. Le bateau a quitté le port de Aden vers 6 h du matin et était accueilli au port par le ministre de l'Intérieur Hassan Omar, les autorités des ports des zones franches en présence des forces de sécurité et de la protection civile ainsi que les ambassadeurs d'Égypte et de l'Inde. Et parmi les 250 passagers figurent 36 étudiants djiboutiens, 4 américains, 56 personnes d'origine yéménite, 36 égyptiens, 18 irakiens, 8 soudanais, 3 kenyans, 2 éthiopiens et plusieurs autres nationalités. Et ces passagers étaient très contents de pouvoir arriver sains et saufs à Djibouti. Ils ont fui le Yémen face à l'intensification des combats entre les forces loyales et les rebelles Houthis, soutenus par les éléments de l'ancien président Ali Abdallah. Les étudiants djiboutiens ont remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et les autorités djiboutiennes, dont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères, pour les efforts fournis afin de les rapatrier. Tous les Djiboutiens qui sont au Yémen, nous sommes là pour ça. Et Dieu merci, aujourd'hui, nos enfants sont retournés, 36 sont là, ces jeunes filles et ces jeunes hommes, tout le monde, leurs parents effectivement les cherchent. Certains des parents sont venus même au port pour les accueillir. Et je vous confirme encore une fois que le président tient beaucoup pour que nous puissions prendre toutes les dispositions pour rapatrier les Djiboutiens. Je vous informe également qu'à l'heure que je vous parle, un boutre vient de quitter le port de Maha, n'est-ce pas, avec presque 89 Djiboutiens qui vont venir, Inch'Allah, d'ici demain matin à Djibouti. Et les autres vont continuer également. Les étudiants djiboutiens étaient très contents de revenir à Djibouti et c'est grâce aux efforts des autorités. La plupart des étudiants sont dans les différentes universités du Yémen et nous ont annoncé que face à la situation dramatique, il était dangereux de rester dans ce pays en proie à la guerre fratricide entre les belligérants. Et les opérations de rapatriement se poursuivent. Le gouvernement djiboutien a mis en place un corridor humanitaire pour évacuer les ressortissants étrangers fuyant la guerre au Yémen. De nouvelles images concernant ces opérations de rapatriement des ressortissants étrangers nous sont parvenues il y a quelques instants du port de Djibouti où un navire de guerre chinois, le Ligny, en provenance du port de Aden avec à son bord plus de 250 personnes de 12 nationalités différentes, en majorité des Pakistanais, Éthiopiens, Allemands, Italiens, Polonais, Danois et des ressortissants singapouriens ont été à bord de ce navire chinois. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, était présent au pied du navire pour accueillir ces ressortissants étrangers avec à ses côtés l'ambassadeur de Chine à Djibouti, l'ambassadeur de l'Éthiopie et l'ambassadeur de l'Allemagne. Nous allons revenir en détail sur cette information dans les éditions de demain.
Et concernant toujours cette situation au Yémen, sur le plan économique, le nommé des chefs d'État des pays du COMESA qui vient de s'achever à Addis Abeba s'est longuement penché durant 2 jours sur les moyens de donner une nouvelle impulsion au commerce intra-régional. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a affirmé qu'aucun pays ni aucune région du monde ne se développait sans un secteur industriel robuste. Le président a ajouté que la République de Djibouti, pour relever ce défi, comptait investir dans le secteur de la pêche ainsi que la production du sel et du perlite. Ceci étant, pour atteindre une industrialisation robuste, il y a lieu d'investir également dans le secteur des infrastructures. C'est ce à quoi s'est attelée la République de Djibouti en lançant notamment le port multipurpose, une occasion pour nous d'en savoir plus sur l'avancement de ce projet depuis qu'il a été signé. Un sujet de la rédaction signé Ali Abdillahi. Le futur port multipurpose des Doralé, un port polyvalent destiné à remplacer le port historique de Djibouti, qui est aujourd'hui dans une situation de congestionnement. Pour cela, la République de Djibouti a signé un contrat de 72 917 400 $ avec la société chinoise China Merchant Group pour équiper le futur port polyvalent des Doralé. L'accord prévoit l'acquisition de 12 portiques mobiles, l'achat des pièces détachées pour une durée de 3 ans, la réhabilitation et le transfert de 2 portiques du port de Djibouti vers le site du futur port de Doralé et l'achat des équipements mobiles de manutention. En raison de son positionnement stratégique à la pointe sud-ouest de la mer Rouge, le port de Doralé est idéal, car c'est un port situé en eau profonde qui nécessitera un dragage minimum. Nous sommes rendus sur le lieu pour constater un petit peu l'état d'avancement de ce projet. Et nous savons que les travaux vont bon train. Ce chantier, qui est mené par la CCECC, un groupe chinois spécialisé dans le domaine des constructions des ports et qui compte parmi les sociétés chinoises les plus performantes dans ce domaine, avance à grands pas. Des terre-pleins surgissent à perte de vue de ce secteur de Ambado, autrefois sentier des Chaméliers. Ils sont remplacés aujourd'hui par des camions-bennes qui affluent sur les sites, transportant des tonnes de sable pour emblayer la mer. Un travail contrôlé en permanence par des contrôleurs, vérifiant sans cesse le compactage. Telle une fourmilière, chacun s'attelle à sa tâche où tout semble réglé par une horloge. Hors des questions de perdre du temps, comme nous l'explique le président de l'autorité des ports et des zones franches. Les travaux vont bon train et nous remercions Dieu pour cela. Concernant les travaux des ports de Doralé et de Damerjog, ils ont débuté au mois de septembre 2014. Ces 2 chantiers vont s'achever d'ici 1 an et demi. Et les travaux du port de Tadjoura vont s'achever d'ici la fin de cette année. Pour être précis en termes de chiffres, le port multipurpose ou port polyvalent des Doralé sera équipé des équipements les plus modernes et parmi de ce fait, accueillir des navires de plus de 100 000 tonnes. Un réseau ferroviaire et routier sera raccordé à ce port, ce qui permettra de développer un corridor économique et des transports intégrés. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, le chef de l'État s'est dit convaincu qu'avec la réalisation du port polyvalent des Doralé, nous avons l'ambition de vouloir faire de Djibouti un hub régional de transport logistique dans cette partie de la mer Rouge et de l'Afrique de l'Est. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, le développement des infrastructures a toujours été la base fondamentale de l'évolution de toute civilisation et joue un rôle majeur dans la croissance économique et dans la réduction de la pauvreté. La République de Djibouti étant un pays de service, nous avons pu, grâce à une volonté et une détermination sans faille, entamer la transformation de Djibouti en un hub régional maritime viable, dynamique et propice aux affaires et aux investissements. Et bien des projets titanesques qui feront le Djibouti de demain, raison pour laquelle notre pays a misé sur le développement des infrastructures. Ce qui fera de nous le point d'entrée mais aussi de sortie de l'Afrique de l'Est et plus généralement des pays du COMESA. Dans l'actualité également, une foire d'exposition des produits artisanaux se tenue ce matin au supermarché de Djibouti.
Le ministère de la Promotion de la Femme et du Planning familial chargé de relations avec les parlements en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé cette exposition. Cette initiative a permis aux associations féminines de faire de bonnes affaires en l'espace d'une seule journée. Cette soirée a vu la participation de différentes associations artisanales issues de la capitale et les régions de l'intérieur. Des vêtements traditionnels, des bijoux ainsi que des objets d'art ont été exposés et vendus lors de cette soirée qui a connu une forte influence. Et en effet, la ministre de la Promotion de la Femme chargée des relations avec le Parlement, Hasna Barkha Daoud, la secrétaire générale de l'UNFD, Hawa Jama, ainsi que de nombreux membres de l'UNFD sont venus en masse pour profiter des vêtements traditionnels prêts à porter Made in Djibouti, ainsi que les objets d'art étalés sur les étalages de tentes installées pour cette occasion. À l'issue de la foire, l'organisatrice et présidente de l'association Kazaf, Roda, n'a pas caché sa satisfaction quant au bon déroulement de cette exposition. Et le ministre du Commerce, Hassan Ahmad Boulale, a effectué ce matin une inspection inopinée du marché de Riyad pour vérifier les prix des produits affichés, qu'il s'agisse de riz, de farine, d'huile végétale, de sucre et d'autres produits de première nécessité. Le ministère du Commerce établit régulièrement une mercuriale ou liste de produits pour indiquer les prix des produits vendus en gros ou en détail. Les commerçants sont tenus à respecter cette liste et ne pas abuser leurs clients avec des hausses de prix. Au cours de cette inspection, le ministre qui a été accompagné au cadre de son département a donné quelques consignes pour enlever certains produits des étals, comme c'est le cas notamment d'huile de palme et de cuisine de très mauvaise qualité. Le ministre s'est par ailleurs enquéré des conditions de conservation de certains produits frais comme le lait ou le yaourt, les poissons ou la viande. De nombreux boutiquiers ne disposent pas de réfrigérateurs. C'est le cas aussi des détaillants qui vendent du poisson sans disposer de glacières ou de glaçons. Ce matin, les équipes du ministère délégué au commerce sont venues ici au marché de Riyad pour faire des opérations de contrôle sur la farine et le fait que la farine et l'huile sont des produits qui doivent être fortifiés avant d'être vendus au consommateur final. Nous avons fait aussi des contrôles sur les poissons. Et donc nous avons remarqué sur les poissons et les ventes des viandes que les produits étaient conformes, mais leur conservation dans certains lieux doivent être améliorées. Et pour cela, je compte sur les commerçants et sur mes équipes pour que la bonne information puisse être donnée et qu'on puisse remédier aux quelques défauts qu'on a pu constater sur le marché principal de Djibouti, le marché de Riyad. Il y avait plusieurs objectifs. Le principal objectif, c'était d'abord de constater in visu que les produits tels que la farine et l'huile devraient être fortifiés, car les arrêtés concernant ces produits ont été promulgués par le président de la République en juin 2014 et que donc plus d'une année et demie après, pratiquement 2 ans, nous devrions savoir que ces deux produits donnaient lieu à une fortification automatique. Dans le cas contraire, ils seront retirés du marché et les importateurs seront avisés pour qu'ils ne puissent plus introduire sur le marché national des produits non fortifiés. Ça, c'était le principal objectif de ce matin. Le deuxième était de savoir que les prix qui sont collectés quotidiennement par le commissariat au plan et à la statistique et donc par la direction de la DZ sont conformes et que de manière concrète, dans la réalité, les commerçants n'augmentaient pas les prix. Un troisième objectif était de savoir que les produits très sensibles, que sont les viandes et les poissons, étaient vendus conformément aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de la Défense Hassan Darar Houfene a présidé ce matin une cérémonie de lancement de la Direction centrale de la santé des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie s'est déroulée au camp Cheikh Ousmane de Belbela. À son arrivée, le ministre de la Défense Hassan Darar Houfene a été accueilli par le chef d'État-major des forces armées djiboutiennes, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. Et après la revue des troupes qui lui ont rendu les honneurs, le ministre de la Défense a été salué par les différents chefs de corps de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes et de hauts responsables de la direction de la santé des forces armées djiboutiennes et par les officiers présents. Et par la suite, le ministre de la Défense, Hassan Darar, d'accéder à la salle de la troupe musicale Harbi où a eu lieu la cérémonie de lancement de la Direction centrale de la santé des forces armées djiboutiennes. Le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim, de prononcer à cette occasion un discours dans lequel il a expliqué que les militaires, tout comme leurs familles, ont toujours dépendu du ministère de la Santé et des prestations de soins assurées par l'hôpital militaire français Bouffard. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est réjoui également du lancement de la Direction centrale de la santé des forces armées djiboutiennes qui regroupe à son sein la gendarmerie nationale, les gardes-côtes djiboutiens et la garde républicaine. Le ministre de la Défense Hassan Darar Houfene a prononcé également un discours dans lequel il a rappelé les processus de développement des forces armées, notamment de la mise en place de la Direction centrale des services de santé des forces armées djiboutiennes. Il a ajouté que la réforme du service de santé des armées s'est imposée en raison de la prochaine mise en service de l'hôpital militaire de haut niveau réalisé dans le cadre de la coopération généreuse avec le Soudan. Nous l'écoutons. Nous voilà réunis aujourd'hui pour aborder un sujet auquel nous attachons une importance particulière et qui concerne la réorganisation du service de santé des armées. En effet, comme vous le savez, une commission multidisciplinaire conjointe du ministère de la Défense et du ministère de la Santé, composée de praticiens de la santé, médecins et pharmaciens, mais également des juristes et des gestionnaires, a été mise sur pied depuis plusieurs mois déjà pour travailler sur le projet de la réorganisation du service de santé des armées. Pourquoi cette réforme? La réforme du service de santé des armées s'est imposée en raison de la prochaine mise en service d'un hôpital militaire de haut niveau réalisé dans le cadre de la coopération généreuse d'un pays frère, le Soudan, et qui coïncide avec la fermeture de l'hôpital militaire français Bouffard. Nous devons donc relever le défi de répondre aux attentes et aux besoins en soins et en médicaments de nos militaires et de leurs familles, mais également de nos concitoyens, et cela en synergie avec les structures du ministère de la Santé. J'adresse mes félicitations aux membres de la Commission pour les efforts consentis, nuit et jour, et surtout pour l'excellent travail réalisé grâce au soutien du haut commandement militaire, et plus particulièrement du chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, dont l'implication personnelle a été décisive. Il a consacré beaucoup de temps et de son énergie pour que cela devienne une réalité. Et je dois le féliciter, on doit le saluer à sa juste valeur et l'applaudir. Pour cela, j'adresse un message particulier aux nouveaux et principaux responsables, surtout au colonel Ahmed Hassan Boulaleh, directeur central du service de santé des armées, pour une plus grande implication au niveau de la coordination avec les partenaires, ministère de la Santé, autres centres hospitaliers. Et son action doit être empreinte de rigueur, d'organisation, de planification et de contrôle à toute épreuve. En ce qui concerne l'hôpital des armées, la direction est confiée à une équipe de praticiens expérimentés du service de santé des armées, dirigé par le colonel Madian Mohamed Siri. Le travail d'équipe, la discipline,
l'accueil et l'accès aux soins des bénéficiaires seront privilégiés pour forger la réputation de l'hôpital militaire et faire honneur à notre armée. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le président de la République et chef suprême des armées qui a toujours accordé une place de choix au bien-être et à la santé des militaires et leurs familles et qui, sans nul doute, gardera un œil bienveillant pour suivre cet important projet dans le domaine de la santé des armées. Je vous remercie. Et à l'issue du discours du ministre de la Défense, les différents responsables désignés ont été appelés pour la remise officielle de leur décret statuant sur leurs responsabilités au sein de la nouvelle institution du service de santé des armées. Il s'agit en l'occurrence du docteur Ahmed Hassan Boulalé, du docteur Madiane et d'autres officiers médecins de la gendarmerie nationale et des forces armées djiboutiennes en général. Et les décrets leur ont été remis par le haut commandement militaire de l'état-major des forces armées djiboutiennes. À l'occasion de ces cérémonies, le général de division Sekaria Cher Ibrahim a pris la parole pour soulever les cas du colonel Ali Aden Ahmed, officier supérieur de l'armée djiboutienne et qui a servi en tant que porte-parole de la mission pendant plusieurs années. Le colonel Ali Aden est rentré à Djibouti récemment après avoir travaillé 3 ans avec le quartier général de la mission. En distinction aux travaux accomplis durant ses années de service, le colonel Ali Aden Ahmed a été décoré par le ministre de la Défense en lui remettant la plus haute distinction. C'est au nom du président de la République Ismaël Omar Guelleh que le colonel Ali Aden Ahmed a été élevé au rang du commandeur de l'étoile du 27 juin.
Également dans l'armée, une cérémonie de remise d'insignes au personnel OPJ de la gendarmerie nationale officier de la police judiciaire s'est déroulée ce jeudi à la caserne principale Captain Hamadou. Cette cérémonie qui a été présidée par monsieur le procureur général a réuni le procureur de la République, le substitut ainsi que plusieurs magistrats. Ces nouveaux insignes de distinction adoptés par la gendarmerie sont destinés aux commandants de compagnie, aux commandants de brigade et aux brigadiers ayant la qualification d'officier de police judiciaire. Le port de ces insignes distinctifs permettra à nos concitoyens de reconnaître et d'identifier facilement le personnel investi des pouvoirs de contrainte, interpellation, GEVA, perquisition au domicile et dans les locaux publics, transfèrement, saisie, etc. L'objectif est aussi de dissiper auprès de nos concitoyens l'amalgame qu'ils font jusqu'alors entre le système judiciaire anglo-saxon qui requiert un mandat pour tout acte judiciaire et le système djiboutien qui est régi par une procédure pénale différente qui permet l'usage des contraintes pour les officiers de police judiciaire lorsque ces derniers agissent sous le cadre juridique de la flagrance. Également les autres OPJ qui ne détiennent pas des fonctions dans les commandants ou dans les brigades, mais qui ont la qualité d'officier de police judiciaire. Il s'agit d'abord pour nous d'une mesure visant à améliorer les attributs et la tenue de nos gendarmes initiés par le commandement de la gendarmerie. Le port de ces insignes distinctifs permettra à nos concitoyens de reconnaître et d'identifier facilement le personnel investi des pouvoirs de contrainte, c'est-à-dire les interpellations, les mesures de garde à vue, les perquisitions, les saisies. L'objectif était aussi de dissiper auprès de nos concitoyens l'amalgame qu'ils font entre un système anglo-saxon et le système et la procédure mise en place ici, chez nous à Djibouti. Comme vous le savez, la plupart des fois que nos OPJ se présentent devant des domiciles, les Djiboutiens, nos concitoyens, leur demandent s'ils sont porteurs d'un mandat. Alors lorsqu'ils expliquent qu'ils ne sont pas des porteurs d'un mandat et que, suivant la procédure qu'ils suivent, ils ont le droit d'y aller directement pour rechercher des indices ou autres matériels pouvant apporter des éléments à la manifestation de la vérité, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que nous tenions aujourd'hui, avec les insignes qu'ils portent, que nos concitoyens doivent savoir que le gendarme porteur de ces insignes, lorsqu'ils mènent une enquête dans le cadre de flagrant délit, qu'ils peuvent, dans les heures légales bien sûr, prévues par la justice, c'est-à-dire de 6 h du matin à 21 h du soir, ils ont le droit de pénétrer dans les locaux, de les fouiller et de saisir tout objet pouvant servir à la manifestation de la vérité pour l'enquête qu'ils sont en train de mener. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le procureur général Maki Abdelkader Omar a indiqué que l'adoption de ces nouveaux insignes s'insère dans le cadre des mesures visant à améliorer les attributs et la tenue de nos gendarmes initiés par le haut commandement de la gendarmerie. On l'écoute. Puisqu'on ayant décidé ce matin de faire une cérémonie spéciale pour remettre des insignes distinctifs aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie, vous avez par là même démontré votre attachement à la fonction, bien évidemment, d'auxiliaire de justice, puisque l'officier de police judiciaire est l'auxiliaire principal de la justice. Je vous remercie de nous avoir conviés, moi-même et le procureur de la République et ses substituts. Je pense déjà sous le contrôle des magistrats qui travaillent tous les jours avec les OPJ de la gendarmerie, que réellement, en matière de police judiciaire, vous devriez être fiers de vos gendarmes, de vos OPJ. En tout cas, c'est le retour que j'ai tous les jours sur le terrain. C'est bien d'avoir décidé de le distinguer des autres gendarmes. Ce qui est très important, tout à l'heure le colonel a insisté sur le fait que ces insignes pourraient permettre, peut-être pas pour le magistrat, mais surtout pour les citoyens.
c'est d'une importance capitale. Vous le savez comme moi que si l'action des officiers de police judiciaire est légitimée par l'affaire ou l'enquête dans le cadre de laquelle ils agissent, il n'est pas aisé pour le citoyen de reconnaître qui est qui et qui fait quoi dans ces histoires. Et vous savez tous comme moi aussi qu'il y a eu des agissements en marge de la loi de la part des hommes en uniforme dans notre pays qui ont eu des conséquences fâcheuses. Et que les officiers de police judiciaire soient porteurs d'un insigne qui les distingue en telle qualité, qui les identifie en telle qualité, est doublement important. D'abord pour vous qui les portez, parce que désormais vous vous êtes identifié avant d'agir, mais aussi cela constitue une garantie pour les citoyens, finalement, à l'endroit duquel nous travaillons tous. Ça constitue une garantie parce qu'à partir du moment où vous vous êtes identifié, il ne vous est pas demandé expressément de vous identifier, de prouver que vous avez la qualité d'officier de police judiciaire, de prouver que vous agissez dans le cadre légal. Ce n'est pas ça l'identification. L'identification permet de savoir qui agit et à quel moment. Autre nouvelle du pays, une soirée de prêche religieuse a eu lieu hier soir à l'annexe au quartier 3. Avant d'assister le prêche de Cheikh, la secrétaire nationale du parti, Hassana Barkha Daoud, accompagnée par le secrétaire fédéral de la commune de Boulaous, Abdi Ahmed Nour, a visité les locaux de l'annexe et elle a écouté les explications du président de l'annexe pour prendre connaissance de l'utilisation de matériel informatique octroyé par le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Douali, les mois derniers. Cette soirée religieuse a vu la participation d'une délégation conduite par le secrétaire national du parti chargé de la promotion du genre et de la famille, Madame la ministre Hassana Barkha Daoud. On prépare également le secrétaire fédéral de la commune de Boulaous, Abdi Ahmed Nour, entre autres. Les thèmes évoqués dans cette rencontre religieuse, la place de la femme dans notre religion, la bonne éducation des enfants et le rôle primordial des parents, la consolidation de l'unité nationale et la préservation de la paix ainsi que la concorde civile. Le Cheikh Awal Taliye Jama, Cheikh Aden Mohamed Ibrahim, Cheikh Ismaël Mohamed ont été invités à cette soirée religieuse. Les militants, les sympathisants, les adhérents à la politique de ce parti RPP ont massivement participé à ces prêchés. Soulignez aussi que l'ensemble des habitants de ces quartiers 3 ont pris part à ces soirées. C'est clôturé à part de dua de l'imam Ismaël Ahmed. Et dans le cas des opérations quotidiennes de patrouille de surveillance maritime dans les eaux territoriales djiboutiennes, les gardes-côtes djiboutiens ont porté secours et remorqué vers Djibouti une embarcation de type Galba yéménite transportant des candidats à l'immigration clandestine dans la nuit du 2 avril à 3 h du matin au large des îles Sept Frères. Des centaines de personnes candidats à l'immigration clandestine, tous d'origine éthiopienne, dont une vingtaine des femmes, étaient embarquées à bord de ce bateau de type Galba. Un patrouilleur de garde-côte djiboutien a récupéré à son bord une partie des candidats à l'immigration clandestine afin d'éviter un naufrage. Les garde-côtes djiboutiens continuent une lutte sans relâche afin d'empêcher les trafiquants de profiter de la misère des gens et secourir les candidats à l'immigration clandestine qui sont embarqués à bord d'embarcations surchargés, sans gilet de sécurité, courant un grand risque de périr par naufrage. L'enquête concernant les membres d'équipage yéménite a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des gardes-côtes djiboutiens et les individus responsables seront traduits devant la justice, tandis que l'embarcation a été saisie et immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. En sport, à présent, une information de taille d'abord. Le secrétariat d'État à la jeunesse au sport et la préfecture d'Arta annoncent que la course des 10 km d'Arta prévue pour demain a été reportée au vendredi 10 avril pour permettre une participation des sportifs des pays de l'IGAD. Et c'est pour de l'ouverture du championnat national de l'athlétisme de la saison 2015-2016, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé la première journée de ce championnat avec une série de courses qui a mobilisé une quinzaine de clubs de l'athlétisme.
Ces différentes courses ont concerné toutes les catégories d'âge allant des cadets juniors et seniors et dans plusieurs distances, notamment les 100 mètres, 400 et 1500 mètres. À cette occasion, M. Hassan Saïd, membre du comité technique de la FDA, a indiqué dans une interview que l'ouverture de ce championnat dans de bonnes conditions et en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. L'ouverture de ce championnat tombe à point nommé puisqu'il s'agit pour les athlètes djiboutiens et la FDA de se préparer pour le championnat arabe d'athlétisme prévu le 20 avril prochain au Bahreïn. Sur piste d'athlétisme a commencé, saison 2015-2016, avec une dizaine d'équipes, avec les spécialités comme le 100 mètres, les 400 mètres, le 1500 mètres et les 5000 mètres. En ce moment même où se prépare notre équipe senior pour le championnat arabe à Doha, Bahreïn, nous sommes en train de préparer aussi les jeunes générations sur les compétitions de qualification du championnat sur piste. Nous remercions la coopération du ministère et la fédération et les clubs qui participent à ces trucs. Il y a à peu près 13 équipes qui sont représentées par des équipes militaires et des équipes individuelles et publiques et privées. Et dans l'actualité internationale, notamment africaine, au Nigeria, dans son premier discours en tant que président, le nouveau chef d'État Muhammadu Buhari a affirmé sa détermination à combattre efficacement le groupe islamiste Boko Haram et à ramener la paix dans le pays. La suite dans cette séquence. Au lendemain de son élection à la tête du Nigeria, le nouveau président Muhammadu Buhari a voulu montrer sa détermination dans la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram qui ravage le nord-est du pays. Comme lors de sa campagne, le chef de l'État tout fraîchement élu, réputé pour être un homme à poigne, a aussi affirmé que la corruption ne serait pas tolérée lors de son mandat. Mais alors que le souvenir de son putsch contre le président Sagari est encore dans les esprits, cet ancien général à la tête d'une junte militaire entre 1983 et 1985 a voulu balayer les craintes concernant un régime autoritaire. Il a ainsi déclaré que le président sortant Goodluck Jonathan n'avait pas à s'inquiéter de lui. Disons-le clairement, le président Jonathan n'a rien à craindre de moi, a assuré. C'est un grand Nigérian et il est toujours notre président. Muhammadu Buhari, qui aime se présenter comme un homme converti à la démocratie, a ainsi promis de former un gouvernement qui sera celui de tous les Nigérians. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous, le programme continue.